Il n'a pas pu lui dire adieu, et cette vérité tombe comme un coup de couteau dans le silence. Car lorsqu'un fils apprend par la presse que sa propre mère est morte, ce n'est pas seulement une fin qui se produit, c'est la révélation brutale d'une fracture ancienne, profonde, jamais refermée. Derrière les volets clos de la madrague, loin des caméras et des hommages, Brigitte Bardot s'est éteinte seule, volontairement retranchée du monde et surtout séparée de celui qui portait pourtant son sang, Nicolas Charrier. Pourquoi ce silence absolu? Pourquoi ce refus final? Pourquoi cette porte fermée au moment où un simple regard aurait suffi à apaiser une vie entière de distance? Cette question n'est pas anecdotique, elle est le cœur même de l'histoire, car bien avant la mort, bien avant la maladie, bien avant la légende, tout s'était déjà joué dans l'ombre, au moment même où Brigitte Bardot devenait ce que le monde allait adorer, sans jamais vraiment la comprendre. Née le 28 septembre 1934 à Paris, dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, elle grandit sous l'autorité d'un père strict, presque tyrannique, et le regard exigeant d'une mère convaincue que sa fille était destinée à un avenir exceptionnel. Très tôt, Brigitte comprend que sa beauté n'est pas un simple don, mais une force dangereuse, un pouvoir qui attire autant qu'il enferme, et derrière son apparente fragilité se construit une volonté inflexible, presque farouche. La danse classique devient son premier refuge, puis le conservatoire à 13 ans, et déjà son corps apprend à obéir, à se plier, à devenir un instrument avant même d'être en choix. Un jour, un regard de photographe, une image captée presque par hasard, et tout bascule. Une couverture de magazine, puis une autre, et à 15 ans à peine, le monde commence à projeter sur elle ses fantasmes. Le piège se referme très tôt, car Brigitte comprend que son corps est à la fois une arme et une prison, admirée, désirée, exposée, mais jamais écoutée. À 18 ans, elle épouse Roger Vadim, et l'histoire officielle parle d'amour et d'ascension, alors qu'en réalité se forme déjà une colère silencieuse, une révolte intime contre un système qui décide pour elle, qui la façonne sans lui demander son avis. Lorsque Nicolas Charrier naît en 1960, Brigitte Bardot est au sommet de sa carrière, adulée, photographiée, célébrée, mais intérieurement au bord de l'effondrement. Nicolas révélera plus tard n'avoir jamais été désiré, et ces mots trouvent un écho glaçant dans l'autobiographie de Brigitte elle-même, où elle décrit sa grossesse comme une honte imposée, allant jusqu'à écrire qu'elle avait envisagé de mourir plutôt que de devenir mère. Ces phrases, d'une violence rare, fissurent le mythe et dévoilent une vérité dérangeante. La maternité n'a jamais été pour Brigitte Bardot un accomplissement, mais une menace directe contre sa liberté. En confiant son fils à son père, elle se détache de son rôle de mère comme on arrache une partie de soi, laissant derrière elle une blessure profonde, durable, irréversible. Nicolas grandit loin, en Norvège, à l'écart du tumulte médiatique, mais aussi privé d'une présence maternelle. Et entre eux s'installe une distance qui n'est pas seulement géographique, mais émotionnelle, presque existentielle. Pendant ce temps, Brigitte Bardot règne sur le cinéma français comme une étoile incandescente, et à partir de Et Dieu, créé à la femme en 1956, le monde découvre une figure à la fois provocante et insaisissable, une icône sexuelle internationale qui fascine autant qu'elle dérange. Les films s'enchaînent, les chiffres explosent, les cachets atteignent des sommets, la madrague devient un mythe et autour d'elle gravitent artistes, intellectuels, célébrités, tous attirés par cette lumière brûlante. Pourtant, derrière les sourires figés et les robes iconiques, une fatigue profonde s'installe, une lassitude face à l'hypersexualisation permanente, face à cette image imposée dont elle ne parviendra jamais à se libérer totalement. Elle chante, elle pose, elle joue, mais intérieurement elle se vide, et ses écrits intimes témoignent d'une femme épuisée, d'être désirée mais jamais écoutée. En 1973, à seulement 39 ans, elle quitte le cinéma brutalement, refusant de continuer à vivre à travers des rôles qui ne sont plus les siens. Et derrière ces décisions radicales se cache un besoin vital de survie. Ce retrait marque le début d'un autre combat, celui contre le regard du monde, contre l'appropriation constante de son corps et de son histoire. Elle refuse les décorations, les hommages, les sollicitations, et dans ce refus obstiné se construit un sanctuaire fermé, inaccessible, où même son propre fils
reste à distance. Nicolas pourtant ne cessera jamais de chercher une forme de rapprochement, mais Brigitte Bardot, fidèle à soi-même, refuse les compromis, et ce rejet fondateur éclaire déjà le drame à venir, car ce qui s'est joué à la naissance de Nicolas ne s'est jamais refermé. C'est une blessure ancienne, silencieuse, prête à s'ouvrir au moment le plus cruel. Avant d'aller plus loin, une question s'impose, implacable. Une femme peut-elle protéger sa liberté au point de sacrifier le lien le plus fondamental qui soit? Et surtout, êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est réellement passé lorsque la maladie est entrée dans la vie de Brigitte Bardot, transformant ce silence en arme absolue? Le jour où le mot tombe, brutal, froid, irrévocable, rien ne change en apparence autour de la madrague. Aucun bruit, aucune agitation, aucun signe extérieur. Et pourtant, à cet instant précis, Brigitte Bardot affronte ce qu'elle a toujours redouté, plus que le temps qui passe ou les regards insistants, la perte totale de contrôle sur son propre corps. En 1984, à 50 ans, retirée du cinéma depuis plus d'une décennie, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, un diagnostic posé dans la plus stricte discrétion, presque chuchoté, comme si le simple fait de le prononcer risquait déjà de fissurer l'armure qu'elle s'est construite. Pour beaucoup, cette annonce aurait été l'occasion d'un combat partagé, d'une parole publique, d'un récit de courage. Mais pour Brigitte Bardot, c'est impensable, car la maladie représente à ses yeux une humiliation intime, une intrusion intolérable dans ce qu'elle considère comme son dernier territoire inviolable. Elle refuse immédiatement la chimiothérapie, qu'elle juge violente, destructrice, dégradante, trop visible surtout, et n'accepte qu'une radiothérapie ciblée, réduite au minimum, comme si elle voulait traiter le mal sans jamais lui donner le droit d'exister pleinement. Ce choix n'est pas négocié, il est tranché, et surtout, il est gardé secret. Même Nicolas n'en sait rien, même son fils reste à l'écart de cette bataille silencieuse, car Brigitte Bardot ne veut pas être vue affaiblie, encore moins par celui qu'elle a déjà tenu à distance toute sa vie. La radiothérapie fonctionne, le cancer recule en 1986, mais au lieu d'apaiser, cette épreuve renforce sa méfiance envers le monde, et ce qui aurait pu être une renaissance devient un enfermement définitif. À partir de là, la madrague cesse d'être une simple maison pour devenir une forteresse. Les visites sont filtrées, les appels rares, les contacts contrôlés, et chaque regard extérieur est perçu comme une menace potentielle. La peur de l'exposition se transforme en obsession, et Brigitte Bardot développe un refus catégorique de toute apparition non maîtrisée, de toute photographie imprévue, de toute parole spontanée. Dans ce climat de retrait extrême, une figure prend une importance capitale, Bernard Dormal, compagnon puis mari discret, qui devient peu à peu l'unique intermédiaire entre elle et le monde extérieur. Il gère les demandes, répond aux journalistes, filtre les visiteurs, protège ou décide, et cette position centrale accentue encore la distance avec Nicolas, qui vit toujours en Norvège et tente, selon ses propres mots, de renouer un lien devenu presque irréel. Les réponses se font rares, les silences plus longs, et le sentiment d'exclusion grandit, jusqu'à devenir une certitude douloureuse, celle d'être un étranger dans la vie de sa propre mère. Les années passent, et Brigitte Bardot se transforme en présence fantomatique, célébrée partout mais visible nulle part. Son image figée continue de circuler, tandis que la femme réelle disparaît derrière les murs de la madrague. Sa fondation poursuit son combat pour les animaux, mais elle-même s'exprime de moins en moins, préférant les communiqués aux interviews, la distance aux échanges directs. Des rumeurs émergent, fatigue chronique, consultation médicale discrète, affaiblissement progressif, mais aucune confirmation officielle ne vient rompre le silence, et Nicolas découvre ces fragments de vérité toujours trop tard, toujours par bribes, comme si le temps lui était systématiquement volé. Dans les années 2000, l'état de santé de Brigitte Bardot décline lentement mais inexorablement. Problèmes respiratoires, douleurs persistantes, anxiété croissante, mais toujours ce même refus d'être vue diminuer, car pour elle, montrer la faiblesse serait trahir ce qu'elle a passé sa vie à défendre. Aucun documentaire ne franchit les grilles, aucun reportage n'entre. La madrague reste un angle mort, et Bernard Dormal contrôle chaque information, chaque accès, chaque contact. En 2013, une hospitalisation d'urgence fait brièvement surface dans la presse, aussitôt minimisée, présentée comme un simple contrôle, mais le doute s'installe, et des proches évoquent une femme de plus en plus isolée, parfois angoissée, parfois perdue, comme si la solitude qu'elle avait choisie s'était lentement refermée sur elle. Nicolas, lui, continue d'écrire, d'appeler, d'espérer, mais rien ne change. Il reste à distance d'une fin qui se prépare sans lui, et lorsque le silence devient
totale, lorsque même les messages de la Fondation ne portent plus sa signature, une inquiétude sourde commence à traverser le public. Puis tout bascule sans transition. Le 30 décembre 2025, un communiqué bref annonce que Brigitte Bardot s'est éteinte paisiblement à la Madrague, entourée des siens. Une formule qui résonne douloureusement pour celui qui comprend immédiatement qu'il n'en faisait pas partie. Nicolas apprend la mort de sa mère par la presse, comme un inconnu, et ce choc dépasse la tristesse. Il devient une blessure nouvelle, car il révèle ce qui lui a été refusé jusqu'au bout. Un dernier regard, une dernière parole, un adieu. Il affirme alors qu'ils l'ont empêché de la voir, tenu volontairement à l'écart des derniers jours. Et cette révélation fissure le récit officiel, faisant surgir une question dérangeante que personne n'ose encore formuler à voix haute. Pourquoi, même face à la mort, Brigitte Bardot a-t-elle maintenu ce mur? Et surtout, ce choix venait-il vraiment d'elle ou d'un système construit autour d'elle pour la protéger ou la contrôler? Alors dites-le-moi, ce silence était-il un acte de liberté absolue ou une peur qu'elle n'a jamais su affronter? Et surtout, êtes-vous prêt à entendre ce que Nicolas révélera après les obsèques, lorsque des documents oubliés à la Madrague feront surgir une vérité que personne n'attendait? Après les obsèques discrètes, sans foule ni caméra, sans ces adieux nationaux que la France réserve d'ordinaire à ses icônes, quelque chose d'inattendu se produit. Car le silence que Brigitte Bardot avait imposé de son vivant commence paradoxalement à parler après sa mort. Nicolas Charrier, longtemps tenu à l'écart, décide de rompre la retenue qui l'a accompagné toute sa vie, non par vengeance ni par désir de scandale, mais parce que rester muet serait désormais une seconde trahison envers lui-même cette fois. Dans un entretien rare, mesuré, presque douloureux par sa sobriété, il raconte ce que personne n'avait jamais vraiment voulu entendre, l'impression persistante d'avoir été exclu non seulement de la fin, mais de toute une histoire, celle d'une mère qui a toujours préféré la maîtrise à la proximité. Il révèle alors que ce n'est qu'après le décès de Brigitte Bardot qu'il a eu accès à certains éléments longtemps dissimulés. Des carnets personnels conservés à la Madrague, rangés dans un tiroir fermé à clé, comme si ces pages avaient été pensées pour être lues seulement quand il serait trop tard pour demander des comptes. Ces carnets ne sont pas des confessions spectaculaires. Ils ne cherchent ni à émouvoir ni à se justifier. Ils consignent des faits, des dates, des sensations, des pensées brèves, parfois tranchantes, parfois presque enfantines. Et c'est précisément cette retenue qui les rend bouleversants. On y trouve la trace du diagnostic de 1984, les séances de radiothérapie, les nuits sans sommeil, la fatigue qui s'accumule, la peur que le corps lâche sans prévenir, mais jamais une plainte adressée au monde, jamais une demande de secours, seulement cette obsession constante de ne pas être vu diminuer. Nicolas comprend alors que sa mère n'a pas seulement caché sa maladie au public, elle l'a cachée à son propre fils pour une raison qui dépasse le simple orgueil. Elle avait peur, non pas de mourir, mais d'être regardée autrement par lui. Dans ces pages, Brigitte Bardot écrit qu'elle ne supportait pas l'idée qu'il puisse la voir fragile, dépendante, vulnérable, comme si ce regard aurait effacé à jamais ce qu'elle croyait encore contrôler. Une phrase en particulier glace le sang par sa simplicité. « Je n'ai pas été une bonne mère, mais je ne voulais pas qu'il me voie tomber. » Et soudain, tout s'éclaire sans vraiment s'apaiser. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un pardon, c'est un aveu tardif, presque maladroit, qui révèle une femme prisonnière de sa propre légende, incapable de se libérer même dans l'intimité la plus extrême. Nicolas raconte alors qu'il a tenté à plusieurs reprises, dans les derniers mois, de se rendre à la Madrague, qu'il a proposé de venir discrètement, sans presse, sans témoin, simplement comme un fils, mais que les refus ont été catégoriques, toujours formulés au nom de la volonté de Brigitte Bardot. Bernard Dormal, gardien inflexible de ce dernier cercle, aurait opposé une fin de non-recevoir systématique, expliquant qu'elle ne voulait voir personne. Et ce personne incluait aussi son enfant. Cette exclusion finale devient pour Nicolas une blessure impossible à refermer, car elle lui enlève non seulement la possibilité de dire adieu, mais aussi celle de transformer leur relation, même brièvement, même imparfaitement. Après la mort, la polémique enfle. Certains dénoncent une mise à l'écart injustifiable. D'autres défendent le droit absolu de Brigitte Bardot à disposer de sa fin comme elle l'entendait. Et au milieu de ces débats, Nicolas reste étonnamment calme, presque digne, répétant qu'il ne cherche pas à salir la mémoire de sa mère, mais à raconter ce que cela fait de grandir à l'ombre d'une icône qui a toujours refusé de vous regarder pleinement.
Il explique que son deuil est double, celui d'une mère disparue et celui d'une relation qui n'a jamais vraiment existé. Et cette absence pèse plus lourd que la mort elle-même. La France continue de célébrer Brigitte Bardot comme un mythe, une image figée dans la jeunesse et la liberté. Mais derrière cette célébration subsiste désormais une autre lecture, plus humaine, plus cruelle aussi, celle d'une femme qui a tout fait pour rester souveraine, quitte à sacrifier l'intime. En refusant les hommages, les monuments, les cérémonies, elle a voulu disparaître sans être transformée en relique. Et paradoxalement, ce geste radical la rend encore plus présente, car elle oblige chacun à se demander ce que cache réellement une vie vécue sous les projecteurs. Nicolas, lui, n'attend ni reconnaissance ni réparation. Il cherche seulement à poser une vérité nue, celle d'un fils resté devant une porte fermée, convaincu que l'amour existait peut-être derrière, mais qu'il n'a jamais su comment l'atteindre. Et c'est là que cette histoire dépasse le simple destin d'une star, pour devenir une interrogation universelle, jusqu'où peut-on aller pour protéger sa liberté sans détruire ceux qui nous aiment ? Alors, dites-moi, après avoir entendu ces révélations, voyez-vous encore Brigitte Bardot uniquement comme une légende ou commencez-vous à percevoir la femme fragile qui se cachait derrière le mythe ? Et surtout, êtes-vous prêt à découvrir ce que Nicolas s'apprête à faire de ses carnets et comment leur publication pourrait bouleverser définitivement l'héritage que le monde croyait immuable ? Lorsque Nicolas Charrier décide enfin de parler de ce qu'il a découvert dans les carnets de sa mère, il comprend immédiatement qu'il marche sur une ligne de crête, car révéler ces pages, c'est risquer de fissurer à jamais l'image d'une femme que la France a sanctifiée. Mais se taire serait accepter que son propre silence prolonge celui qui l'a déjà tant blessé. Il choisit donc une voie étroite, presque douloureuse, celle d'une parole mesurée, fragmentaire, qui ne cherche ni l'accusation ni l'absolution, mais la compréhension. Il explique que ces carnets ne racontent pas seulement la maladie, ils racontent surtout la peur, une peur ancienne, enracinée bien avant 1984, celle d'être possédée par le regard des autres, déformée, réduite, enfermée dans une image qui ne lui appartenait plus. À travers ces pages, il découvre une Brigitte Bardot obsédée par la maîtrise, convaincue que céder 1 centimètre, même à son fils, reviendrait à perdre tout ce qu'elle avait construit pour survivre. Elle y parle de la madrague comme d'un refuge, mais aussi comme d'un rempart, d'un lieu où elle pouvait enfin décider qui avait le droit d'exister dans sa vie. Et cette logique, poussée jusqu'à l'extrême, explique peut-être pourquoi elle a préféré l'isolement à la réconciliation. Nicolas réalise alors que sa mère n'a jamais su aimer autrement qu'à distance, non par absence de sentiments, mais par incapacité à supporter la dépendance affective qu'implique toute relation profonde. Dans une note plus récente, écrite quelques années avant sa mort, elle évoque la vieillesse comme une trahison lente, un effritement quotidien contre lequel elle n'avait plus d'armes, et cette idée l'angoissait davantage que la mort elle-même. Elle refusait de devenir une version diminuée de ce qu'elle avait été, refusait que le monde, et surtout son fils, la voie perdre pied. Pour Nicolas, cette lecture est un choc intime, car elle éclaire enfin ce qu'il a toujours ressenti sans pouvoir le nommer. Il n'a pas été rejeté par manque d'amour, mais tenu à distance par excès de peur. Cette compréhension n'efface rien, elle ne comble pas les années de silence, elle ne rend pas l'adieu possible, mais elle transforme la colère en tristesse lucide, presque apaisée. Il confie alors qu'il n'envisage pas de publier ses carnets intégralement, car ils ne lui appartiennent pas totalement, mais il admet que certaines vérités méritent d'être entendues, ne serait-ce que pour rappeler qu'une icône peut être profondément humaine, contradictoire, fragile. Pendant ce temps, le débat public continue. Certains défendent le droit absolu de Brigitte Bardot à disposer de sa faim, d'autres s'interrogent sur l'influence réelle de son entourage, sur le rôle exact de ceux qui filtraient l'accès à la madrague. Et cette question reste suspendue, sans réponse définitive. Nicolas, lui, refuse d'entrer dans la polémique. Il affirme que chercher des coupables serait une fuite, car la vraie tragédie est ailleurs, dans l'impossibilité de deux êtres à se rejoindre malgré un lien indestructible. Il parle désormais de sa mère avec une forme de douceur grave, reconnaissant sa force, son courage, mais aussi ses limites. Et cette parole change peu à peu le regard du public, qui commence à voir au-delà du mythe, au-delà des images figées. Brigitte Bardot n'apparaît plus seulement comme une femme libre et rebelle, mais comme une femme en lutte permanente contre la peur d'être dépossédée d'elle-même. Cette relecture de son héritage dérange, car elle oblige chacun à accepter qu'une vie brillante puisse
puisse aussi être traversée de manques irréparables. Et dans cette acceptation se dessine une vérité plus universelle encore, la liberté absolue a parfois un prix que personne ne mesure avant qu'il ne soit trop tard. Alors, après avoir entendu cela, pensez-vous que comprendre suffit à pardonner ou certaines absences restent-elles à jamais irréparables? Et surtout, que va-t-il se passer lorsque Nicolas prendra la décision finale concernant ses carnets? Une décision qui pourrait changer pour toujours la manière dont le monde se souvient de Brigitte Bardot.